Konohamaru va tout faire foirer. J'en suis quasiment sûr. Yo les otaku, le chapitre 17 de Boruto To Blue Vortex est enfin sorti et il y a encore pas mal de choses qui se passent concrètement, même si on sent quand même que ce chapitre pose les bases de choses bien plus importantes qui vont se passer plus tard, peut-être même directement dans le prochain chapitre. Des choses cruciales selon moi. On regarde tout ça ensemble dans cette vidéo avec mon analyse bien sûr, comme d'habitude, et d'éventuelles théories de choses qui pourraient se passer. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ont de grandes chances d'arriver et qui vont être incroyables. Des choses positives, mais surtout des choses dramatiques selon moi pour nos personnages préférés et nos héros. Bien sûr, je vous explique tout ça dans la vidéo, mais avant toute chose, comme d'habitude, vous savez les potos, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu pour donner de la force à la vidéo et à la chaîne. C'est parti! En couverture de ce chapitre, on retrouve Yodo et Araya, et honnêtement, c'est une des plus belles covers de Boruto To Blue Vortex. Alors c'est que mon avis les potos, mais franchement, la couverture est incroyable. Ikemoto est vraiment super fort, le style des persos est incroyable, et le titre qu'il y a en arrière, de façon un peu courbée comme ça, franchement, je trouve vraiment qu'elle est magnifique cette cover. J'en profite d'ailleurs pour dire que non, ce n'est pas un string que Yodo porte. C'est un pantalon qui a des petites bretelles qui remontent comme ça. Donc à quoi bon faire des histoires pour ce genre de détails en plus en disant des bêtises. C'est un style vestimentaire, un pantalon qui est très à la mode en Asie, surtout dans la K-pop, et je vous rappelle que Ikemoto est un grand fan de mode. Et donc forcément, il s'en inspire pour la création de ses personnages. Il n'y a vraiment rien de dramatique dans ça. Voilà, c'était ma petite parenthèse, je tenais à le dire. Le chapitre commence avec une Sarada qui est très perturbée par les propos qu'elle a eus avec Sumire sur le fait qu'elle ne respecte pas les sentiments des autres et sur les faits qu'elle ne respecte pas l'intimité des autres, qu'elle veut toujours en gros tout contrôler. Je m'attarde un petit peu là-dessus parce que ce sont les deux premières pages quand même qui nous montrent cette Sarada perturbée, et 2 pages sur une quarantaine de pages d'un chapitre, ça fait beaucoup juste pour nous montrer une Sarada perturbée. Ça nous montre une Sarada qui n'est pas bien, qui n'est pas concentrée, qui est ailleurs, et en plus il y aura une autre page un petit peu plus tard, à la page numéro 6, où il y aura encore un petit point d'accentué là-dessus. Je pense que tout ça n'est pas un hasard. Si on nous montre tout ça, c'est que le fait que Sarada soit perturbée à ce point-là aura son importance dans le futur, les potos. C'est sûr et certain. Peut-être que Sarada va se mettre en danger par manque de concentration, peut-être qu'elle va mettre en danger son équipe, ou peut-être quelque chose de moins dramatique, peut-être que tout simplement son comportement envers Boruto dans les futurs chapitres va changer tout simplement. Dans tous les cas, je vous le répète les potos, ces pages ne sont pas là par hasard. On voit d'ailleurs que Mitsuki a capté qu'il y avait un truc de pas normal avec sa coéquipière. Est-ce qu'il ne va pas devoir la protéger à un moment, se mettant lui-même en danger, ayant capté qu'elle risquerait de faire n'importe quoi? À voir les potos. On voit ensuite de nouveau les Shinju de Matsuri et de Ryu qui ont trouvé le crapaud de Kashinkoji. C'est comme ça que c'était terminé d'ailleurs le chapitre 16. Et là, il y a un truc super important, une confirmation. On apprend que Matsuri a une sorte de capacité de détection qu'elle doit à sa communication avec la nature. C'est comme ça qu'elle a pu savoir que Boruto avait un allié en la personne de Kashinkoji, et c'est comme ça qu'elle a pu retrouver leurs traces en Suna, mettant alors à mal Gaara et Shinki. Elle suit donc ses cibles en écoutant la voix des arbres, pour la citer. Autant vous dire qu'elle est capable de retrouver super facilement Kashinkoji et Boruto. Bien que Kashinkoji ait mis un genjutsu sur la planque de Orochimaru qui se trouve à Suna, je pense que ce genjutsu, face à cette capacité qu'a Matsuri, ne servira pas à grand chose. Yodo qui écoute la conversation de Matsuri et Ryu par je ne sais quel moyen, on voit qu'elle a un écouteur dans les oreilles, mais je sais pas où est l'émetteur. Certainement que l'émetteur, je dirais, doit être dans le crapaud, sinon je ne vois pas où. Elle informe donc Konohamaru du pouvoir de détection de Matsuri, et sachant donc qu'il risque d'être très vite détecté, Konohamaru décide d'agir. Je m'arrête d'ailleurs sur cette case de Konohamaru, parce qu'il est ultra beau gosse sur cette case, il est BG de malade. Je crois qu'il n'a jamais été dessiné avec autant de charisme que sur cette case, non? Vous en pensez quoi? Honnêtement, moi c'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu cette case, et ensuite c'est marrant parce que j'ai vu que ça aurait peut-être son importance dans la suite du chapitre et que le fait qu'il soit dessiné autant BG, c'est peut-être pas un hasard non plus. Vous verrez que ça va correspondre parfaitement avec ce qui se passe entre lui et Matsuri dans les prochaines pages. Avant donc de sortir de leur plante, on voit alors Yodo qui demande à Konohamaru s'il est vrai que le Togedama est la solution pour sauver ses alliés, à savoir Shinki, puis forcément Gaara par la suite, mais aussi Moegi et les autres. Tout ceci, bien sûr, s'ils arrivent à les récupérer sur Ryu et sur Matsuri, bien évidemment. Konohamaru répond à Yodo que oui, et on voit alors que Konohamaru est très bien informé sur la situation. Il est donc sûr et certain que Shikamaru lui a tout expliqué, et ça aussi, les potos, nous en aurons la confirmation dans les pages qui arrivent. Yodo semble réellement déterminé à sauver Gaara et Shinki. Elle serait amoureuse de Shinki, que ça m'étonnerait pas, les potos. Et Araya, son coéquipier, essaye de la calmer et de la protéger d'elle-même, je dirais même plus de la surprotéger, ce qui a tendance d'ailleurs à l'énerver. Araya
Araya serait amoureuse de sa coéquipière Yodo, que ça m'étonnerait pas non plus. Parce que oui, avec les histoires entre Boruto, Sarada et Sumire, Eida et Kawaki d'un autre côté, on sait que les histoires de romance ont une place importante dans Boruto. Et comme on a pu le voir avec l'omnipotence de Eida, ces histoires d'amour justement peuvent avoir une importance capitale pour l'histoire. Parce que c'est par amour que Eida a utilisé son omnipotence, même si elle ne l'a pas fait exprès. On a donc un triangle amoureux à Konoha entre Sarada, Boruto et Sumire. Il est donc possible qu'on ait aussi un triangle amoureux Asuna avec Shinki, Yodo et Araya. C'est possible, tout comme c'est possible que ce triangle amoureux soit là pour justifier d'une action ou d'un acte auquel on assistera dans les futurs chapitres. Comme, pourquoi pas, je ne sais pas, le sacrifice de Araya pour sauver Yodo. C'est une éventualité, les potos. Je vous l'ai déjà dit, rien n'est fait au hasard dans les pages du manga. Quand une case est créée, quand une case est dessinée par le mangaka, elle n'est pas mise là par hasard, il y a forcément un truc qui se passe derrière. Toutes les planches ont leur importance pour nous faire passer un message, même très subtil et qui ne nous saute pas forcément aux yeux pour le moment. Par exemple, si Araya se sacrifie dans les futurs chapitres pour sauver Yodo, c'est là qu'on repensera à ces cases-là et ce qu'on se dira, ah oui, c'est pour ça qu'il était comme ça, c'est pour ça qu'il se comportait ainsi. En tout cas, le pauvre Konohamaru semble dépité, entouré de tous ses gamins. Entre Sarada et ses absences et entre la querelle entre Yodo et Araya, le pauvre est bien servi, mais il décide quand même de passer à l'action. Les trois ninjas sortent alors de leur cachette. Oui, les trois ninjas parce que vous le verrez par la suite avec le plan qui est mis en place, forcément les ninjas de Suna qui ont déjà assisté, qui ont déjà affronté Matsuri, doivent rester cachés pour que celle-ci ne les voit pas. Sinon forcément, elle va savoir qu'il va y avoir confrontation. Konohamaru entame alors un premier contact avec Matsuri et Ryu, comme si de rien n'était, de façon amicale nous dirons, justifiant très intelligemment qu'il est ici parce qu'il est sur la trace du traître Boruto. Et de par leur comportement, Sarada, Mitsuki et Konohamaru laissent penser à Ryu et Matsuri qu'ils ne savent pas qui ils sont, qu'ils ne savent pas qui ils ont en face. Et là, on voit une Matsuri complètement perturbée. Elle rougit et en perd complètement les mots à la vue de Konohamaru. Et c'est là qu'on a le droit à un petit flashback. Parce que oui, comme d'habitude, ce chapitre est très bien construit, très intelligemment construit. On voit alors Konohamaru dans le bureau du Hokage avec Shikamaru. Ce dernier lui donne toutes les directives au sujet des Togedama pour sauver ses compagnons et sur le fait qu'il est crucial de les récupérer et de ne pas les laisser entre les mains des Shinju, sinon ces derniers pourraient être ressuscités. Comme ça a été le cas pour pour Hidari, pardon. Suke, Hidari, vous avez capté si vous connaissez mes théories. Konohamaru, qui est loin d'être bête, demande à Shikamaru comment il a eu toutes ces informations. Et bien sûr, Shikamaru ne veut pas donner sa source. Il lui dit en gros que ces infos sont très fiables, mais que sa source restera top secrète. Bon, là, les potos, moi, ça me dit rien qui vaille pour Shikamaru. Pas dans un futur immédiat, mais quand même. J'ai l'impression que l'étau se resserre petit à petit autour de lui. Les autres de Konoha, ainsi que les deux vieux croutons du conseil, là, vont forcément comprendre à un moment qu'il joue double jeu. Et qu'il est en contact avec Boruto et avec son allié Kashin Koji. Surtout qu'à ce moment-là, comme par hasard, Konohamaru évoque le fait de l'interrogatoire et du fait que Boruto n'en a pas dit assez lors de cet interrogatoire auquel il s'est échappé et que donc Shikamaru n'a pas pu avoir ces infos pendant cet interrogatoire. Shikamaru n'a pas pu avoir de telles informations comme ça, elles ne tombent pas du ciel, donc forcément, en dévoilant son plan à Konohamaru, il prend un risque. Bien sûr, il le fait pour le bien de tous, mais il se met quand même en danger. D'ailleurs, quand on voit l'importance du personnage de Shikamaru dans tout Blue Vortex, on comprend pourquoi Ikemoto et Kishimoto ont fait de lui le 8e Hokage. Parce que ce rôle, forcément, il y avait que lui qui pouvait l'interpréter, de par son charisme et de par son intelligence. Lorsqu'il calme les ardeurs de Konohamaru au sujet de sa source, on voit que Shikamaru porte sur son épaule un crapaud, le crapaud de Kashin Koji, bien caché, bien évidemment. Donc on s'en doutait forcément, mais bien sûr, tout ceci est le plan de Kashin Koji, puisque ce dernier a déjà tout vu des événements futurs grâce à son Shinjutsu des 10 directions. Shikamaru ne fait donc que suivre les instructions qu'on lui donne, tout comme la stratégie mise en place qui va suivre, celle pour vaincre Ryu et Matsuri. Et là, les potos, ce que Shikamaru va dire, c'est super important. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans mes vidéos et qui se confirme ici. Les Shinju sont comme des bébés qui viennent de naître. Ils ne sont pas mauvais par essence, ils ont juste un objectif qui est de dévorer leur cible. Mais ils sont purs, pas encore influencés par quelconque valeur de bien ou de mal. Par contre, ils sont très puissants et c'est cette pureté justement qui les rend vraiment très dangereux. Ce sont de jeunes bêtes féroces qui suivent justement leur instinct, ce qui explique le titre de ce chapitre 17, les potos. Et c'est sur ces explications que Shikamaru va dévoiler son plan pour les vaincre. Ça se résume en 2 phrases, faire ami-ami avec eux pour les amadouer et les séparer l'un de l'autre, et une fois leur confiance gagnée, les trahir et les tuer. Et sur ces paroles, sur ce plan, Konohamaru semble choquer ceux qui n'échappent pas à Shikamaru. Comme ce dernier le dit, on est loin de l'état d'esprit de Naruto, qui n'aurait certainement pas accepté ce plan, mais l'objectif est clair, et pour Shikamaru, le danger est bien trop important. C'est tout simplement le meilleur plan pour les battre, même s'il n'est pas très respectable. À la guerre comme à la guerre, dirons-nous. Sauf que j'en suis sûr, Konohamaru va tout faire foirer. C'était d'ailleurs ma phrase d'introduction de cette vidéo, et je vous en parle juste après, les potos. On retourne alors dans le présent où Konohamaru suit son plan. Gagner la confiance des deux Shinju et les séparer. Il se propose alors de s'allier à eux puisqu'ils ont le même objectif qui est de trouver Boruto. Objectif qui est un leurre, bien évidemment. Mitsuki dit alors avoir trouvé un objet en métal qui devait appartenir à Boruto et dont ce dernier se servait
pour se téléporter. Et oui, rappelez-vous comment fonctionne la technique Iraishin de Boruto. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et gardez bien en tête cet objet en métal que Mitsuki vient de trouver parce que je suis sûr que ça a à voir avec quelque chose qui va se passer dans les prochains chapitres, et ça aussi, je vous en parle juste après. On voit alors que l'équipe 7 met en place la partie de leur plan qui consiste à séparer Ryu et Matsuri. Konohamaru part de son côté avec Matsuri, profitant du fait qu'elle n'est vraiment pas dans son état normal, et Ryu part avec Sarada et Mitsuki sur, a priori, des traces qui mèneraient à Boruto. Ryu ne semble pas très rassuré sur cette séparation et de laisser sa coéquipière de côté, mais il est très vite rassuré par Sarada et Mitsuki qui savent se monter très amical. Il est lui-même surpris de cette situation et semble passer un bon moment en compagnie des ninjas de Konoha, à sa grande surprise. Il dit alors à Sarada que son chef, Jura, a raison de porter en haute estime les ninjas de Konoha, ainsi que le village lui-même. Et bien sûr, Mitsuki et Sarada font mine de ne pas savoir de qui ils parlent. Bah oui, forcément, ils sont pas teubés quand même. Là, on a de nouveau 3 cases avec Yodo et Araya, où on voit Yodo qui s'impatiente encore, et Araya qui s'impatiente encore face à l'impatience de sa coéquipière. Dixis, les 3 petits points dans la bulle. Là encore, ces 3 cases ne sont pas là pour rien. En plus de ce que je vous ai dit juste avant, elles nous montrent que ces deux-là vont bientôt intervenir dans le plan. Et c'est d'ailleurs pour faire la transition parfaite avec la suite du flashback entre Shikamaru et Konohamaru. Et donc, la suite du plan. Et moi, justement, il y a une question que je me posais depuis le chapitre 16 quand j'ai su que Kashin Koji voulait envoyer Konohamaru pour affronter Matsuri. Je me suis dit, mais il est con ou quoi Kashin Koji? Pourquoi envoyer Konohamaru affronter Matsuri alors que tu sais que Konohamaru est la cible de Matsuri? Je me suis dit qu'il y avait forcément une raison, et ce qui est cool, c'est que dans ce chapitre, on va avoir la réponse. Et ça, c'est cool. Shikamaru explique alors à Konohamaru pourquoi c'est lui qui a été choisi pour cette mission. Et c'est tout simplement parce que Matsuri est amoureuse de lui. Bien sûr, Matsuri ne connaît pas ce sentiment, elle le découvre. Elle ne sait pas ce qui lui arrive, mais nous, forcément, on avait capté depuis le début. Oui. Mais ça signifie également une chose, les otaku. Puisque le sentiment des ninjas qui sont prisonniers des arbres est retransmis dans les Shinju qui les représentent, ça veut dire également que Moegi est folle amoureuse de Konohamaru. Là encore, je suis pas forcément étonné, mais c'était bon de le préciser quand même. Konohamaru doit donc tirer parti de ce sentiment pour isoler Matsuri et laisser ainsi Ryu aux mains de Mitsuki et de Sarada qui seront rejoints par Yodo et Araya. Donc là, clairement, les ninjas de Konoha et de Suna profitent de la naïveté de leurs adversaires et de leur innocence. Clairement. Ils sont tels des enfants qui n'ont aucune expérience et qui ne connaissent pas encore la nature fourbe de l'être humain. Ça peut paraître triste comme ça, mais c'est vraiment super intelligent de la part de Kashin Koji. Et ainsi, ils se laissent séparer très facilement en fait. Konohamaru joue les beaux gosses auprès de Matsuri qui est toujours choqué et qui ne comprend toujours pas ce qui lui arrive. Il l'emmène s'asseoir et il joue clairement les BG, clairement. Et c'est ce que je vous disais au début avec cette image de Konohamaru qui est vraiment ultra charismatique. C'est peut-être aussi pour nous faire comprendre pourquoi Matsuri craque complètement. Le truc, c'est que Matsuri en devient très attachante, même pour nous, les spectateurs. Mais sûrement aussi pour Konohamaru. C'est là où ça va peut-être poser problème. Elle a un petit côté tout timide, tout mignon, et forcément, on a plus envie de la serrer dans ses bras et de la rassurer que de la défoncer en fait. Et Konohamaru, qui, je vous le rappelle, n'appréciait pas forcément le plan de base, qui est de l'amadouer, puis de la trahir et la tuer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis sûr qu'il y a quand même un petit risque qu'il se plante quelque part, le Konohamaru. Rappelons tout de même que le plan est que Konohamaru reste avec Matsuri, tranquillement, pendant que les 4 autres font la fête à Ryu. Je vous l'avais également dit dans une vidéo, c'est le plan parfait, parce que Sarada et Mitsuki, 2 spécialistes du Raiten, face à Ryu et sa limaille de fer, ça ne pouvait pas tomber mieux. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, l'électricité, forcément, ça a le dessus sur le fer. Logique. Mais est-ce que ce plan va marcher? Haha! Il peut foirer de bien des façons, vous allez voir. On retrouve ensuite Eida et Kashin Koji, enfin le crapaud de Kashin Koji, qui lui demande de lui montrer ce qui se passe à Suna. Eida est un peu craintive, elle ne veut pas que Mamushi, le Shinju de Bugged, lui retombe dessus et la voit. Sauf que Kashin Koji la rassure, il lui dit que Mamushi est dans le repère des Shinju et qu'il ne la regarde pas actuellement. Il en a vu des choses, Kashin Koji quand même, et dans tous les détails. Transition parfaite, puisque c'est là qu'on voit Kashin Koji en chair et en os. Il est dans le repère de Orochimaru et il est accompagné de Boruto. Ils sont donc réellement tout près de ce qui se passe à Suna, puisque je vous rappelle, le repère de Orochimaru en question est à Suna. Et là, chers otaku, écoutez bien, je vous ai dit que ce plan parfait peut foirer de plusieurs façons. Je vous explique. Déjà, Boruto demande des explications à Kashin Koji sur ce plan parfait, de comment il se déroule et quelles sont ses chances de réussite. Kashin Koji lui répond que c'est en bonne voie, mais il reste quand même très vague sur le pourcentage de chances de réussite, ce qui ne plaît pas forcément à Boruto. On sent qu'il a envie d'y aller, le Boruto, pour aller aider ses amis. Sauf que Kashin Koji l'en empêche, il lui dit qu'il ne faut absolument pas qu'il y aille. S'il y va, Jura va se ramener et Jura va le tuer. C'est aussi simple et clair que ça. Après, on a une petite case qui, je sais pas ce qu'elle veut dire exactement pour le moment, où Kashin Koji lui dit qu'il ne faut absolument pas qu'il meure, qu'il a trop besoin de lui. Donc vraiment, Boruto a un rôle important dans le futur. Bon, ça, on s'en doute un peu. On sait pas trop comment Kashin Koji le dit, de quelle façon, on sait pas trop comment il faut l'interpréter, mais on sent que Boruto est vraiment le personnage le plus important
pour les événements à venir, tout simplement. Donc déjà, ce futur où Boruto intervient pour aller aider ses potes, où Jura arrive et où il tue Boruto, ça s'est déjà passé dans une des visions de Kashin Koji, forcément, puisque Kashin Koji le sait, il le dit pas par hasard. Il faut donc l'éviter à tout prix. Par contre, Konohamaru et Matsuri qui montrent un aspect très attachant, c'est très dangereux comme je le disais. Konohamaru qui a toqué quand Shikamaru lui a dit qu'il devrait la trahir, ce qui n'est pas très honorable et qui ne doit pas forcément plaire à Konohamaru, et en plus qui va à l'encontre forcément de ce que Naruto aurait fait, et je vous rappelle que Naruto est le sensei de Konohamaru, tout ça va à l'encontre des valeurs de Konohamaru et qui lui ont été inculquées, et qu'on nous a nous-mêmes inculquées au travers de tous les tomes de Boruto et tous les épisodes. Et c'est justement tout ça qui fait qu'il y a un gros risque que Konohamaru échoue. Mais en soi, il a juste à rester avec Matsuri et à attendre que les autres ne tuent Ryu. Si cette partie du plan fonctionne, que Ryu est tué et qu'ensuite tout le monde vient pour tuer Matsuri, est-ce que vous ne pensez pas que Konohamaru voudra l'épargner? Honnêtement, moi je pense qu'il y a de grandes chances que ça se passe comme ça quand même. Après, est-ce que ça serait une bonne ou une mauvaise idée? Seul l'avenir nous le dira. Autre chose, au pluriel, qui pourrait mal tourner, c'est que d'un autre côté, on a une Sarada qui est un peu dans les nuages. Et d'un autre côté, on a Yodo et Araya qui arrêtent pas de se criper le chignon. Yodo qui semble très impatiente de venger ses coéquipiers et qui pourrait intervenir alors que ce n'est pas le bon moment. Encore une fois, il y a plein de choses qui nous ont été montrées dans ce chapitre, des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui, comme je vous l'ai dit, n'ont pas été mises là par hasard. Tout comme cette autre petite chose dont je vous ai dit de vous rappeler, et dont je vous ai dit que je vous en reparlerai, c'est ce fameux objet en métal dont se servait Boruto pour se téléporter. Un petit objet en métal comme ça que, comme par hasard, Mitsuki a retrouvé. Est-ce que vous croyez que ça aussi c'est un hasard? Bah non, voyons. C'est sûr que le plan ne va pas se passer comme prévu, ça se passe tout le temps comme ça. Et c'est sûr que Boruto va utiliser cet objet en métal pour rejoindre ses amis. Pourquoi? Parce que le plan va foirer et qu'il devra venir à leur secours. Je vais pas l'affirmer à 100%, mais honnêtement, je mettrai volontiers ma main à couper. Alors à ça, contrairement à ce que Kashin Koji lui a dit, forcément, Jura, par un moyen que j'ignore, ne tuera pas Boruto. Forcément, on sait que Boruto ne va pas mourir. Le manga, il s'appelle Boruto, il s'appelle pas Jura. Il se passera quelque chose qui fera que Boruto survivra. Mais par contre, on assistera peut-être à la mort d'un autre ninja. Pourquoi pas Konohamaru. Ceux qui regardent mes vidéos courtes le savent, j'en ai déjà parlé, je vois bien Konohamaru mourir durant cet affrontement. Je pense même que sa mort est quasiment inévitable. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Konohamaru est devenu un personnage secondaire. La deuxième raison, c'est que souvent, bien souvent dans Naruto, vous le savez, les élèves qui sont importants, les élèves qui sont les personnages principaux, perdent leur maître. Jiraiya, Asuma, j'en passe. Et la troisième chose qui me fait penser que Konohamaru a de grandes chances de mourir, c'est qu'il va bien falloir que nous, spectateurs, on découvre ce qui se passe quand Shinju arrive à dévorer sa cible. Et ça pourrait très bien se passer avec Konohamaru. En parlant de Jura, le chapitre continue et on le voit dans une bibliothèque. Monsieur achète des livres comme Kashin Koji l'avait prédit. Bien sûr, tout Konoha est au courant et tout Konoha a pour objectif de le laisser tranquille et de ne pas intervenir. Monsieur fait ses emplettes tranquillement, sinon, si on l'excite, il va tuer tout le monde. Par contre, il est honnête, le Jura, il paye ses livres, il lâche une grosse liasse de billets et il dit au vendeur de garder la monnaie parce qu'il compte revenir et que comme ça, ses futurs achats seront déjà payés. Bon, là, j'ai été obligé de me poser une question. Comment il a eu ses sous, le Jura? Est-ce qu'il a fait un petit job étudiant à Burger King? Est-ce qu'il a été racketté une petite vieille? Où a-t-il trouvé cet argent? Est-ce qu'il est tombé sur le trésor de Kakuzu? Je rigole, mais vraiment, je suis curieux de savoir. J'aimerais beaucoup qu'on m'explique comment Jura a obtenu cet argent. Enfin, le chapitre se termine sur Amado. On a Kawaki qui arrive et qui le plaque violemment contre le mur, lui demandant d'enlever son limiteur puissance. Forcément, ça, on savait que ça allait arriver à un moment. Et une fois le limiteur puissance enlevé, Kawaki dit à Amado qu'ils auront une petite discussion tous les deux. Et les potos, cette discussion sera pour moi très importante. Je pense qu'on y apprendra plein de choses. Parce que Amado reste un personnage encore très mystérieux et il est possible que la discussion qu'il a avec Kawaki nous révèle enfin quelque chose, au pluriel, qui nous font nous poser des questions depuis plusieurs chapitres. Et imaginons que Amado soit un personnage très puissant. Est-ce que vous pensez qu'il va essayer de riposter face à Kawaki? Bah non, les potos, il est trop intelligent pour ça. Il va courber les épaules et soit faire ce que Kawaki lui a dit, lui enlever son limiteur, soit trouver toute excuse pour lui dire que ce n'est pas possible actuellement. Personnellement, je penche plus pour le fait que Kawaki ait son power-up, mais s'il l'a de cette façon, ça me paraît quand même un petit peu facile. Donc je pense qu'il va y avoir quand même quelques petites choses qui vont se passer. Par contre, espérons quand même que Amado ne retourne pas le cerveau de Kawaki et ne lui fasse pas faire de la merde par la suite. Mais ça, honnêtement, je suis pas trop optimiste, j'ai bien peur que ça va se passer comme ça, malheureusement. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Comme d'habitude, les otaku, je lis tous les commentaires et je réponds à un maximum de commentaires. J'espère que vous avez passé un super moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchou!